vous ai expliqué ce matin, en démarrant la journée, qu'il y avait une justice civile et une justice pénale. Les deux procès qu'on a fait ce matin étaient d'abord deux procès pénaux, puisque on a dans les deux cas condamné l'auteur des faits. Cette fois-ci, en tout cas pour ce procès-là, ce sera un procès civil. Le civil qui, je rappelle, n'est pas là pour condamner un fait, mais pour demander l'indemnisation d'un préjudice. Dans un procès civil, il n'y a pas de procureur. Ce sera donc deux avocats, un avocat de la défense et un avocat du demandeur, qui vont plaider, et des témoins, des personnes qui seront appelées à la barre. Et bien entendu, comme dans tous les tribunaux, il y a un juge qui va présider ce tribunal. Voilà. Mesdames et messieurs, la cour. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous avez bien mangé. On est en pleine digestion là, hein, on va y arriver. Alors, je rappelle les faits. Donc, Romain Legorge, un jeune TSA de 22 ans, entretient une relation amoureuse avec son amie Camille Bretin, qui vit avec elle dans le même foyer. Les deux familles sont au courant et soutiennent leurs enfants dans cette démarche. Ils décident d'un commun accord d'avoir une relation sexuelle dans la chambre de Damien, dans l'institution. Au bout de 10 minutes, la jeune femme sort en pleurs, couverte de bleu, suite à une expérience douloureuse. Elle n'arrive pas à s'exprimer, il m'a fait mal. Damien Legorce est exclu de l'institution le jour même et la famille de la jeune femme est incitée par la direction à porter plainte pour viol, bien que l'examen gynécologique montre l'absence de viol. Le père, M. Jean-Marc Legorce, demande ce tribunal la réparation pour manquement au devoir d'éducation de son fils, ainsi qu'une solution à l'association gestionnaire, son fils n'ayant plus de prise en charge. Sa femme a dû quitter son travail pour rester auprès de son fils. Donc j'invite M. Jean-Marc Legorce à venir témoigner, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour monsieur. Je vous demande du coup de nous donner votre version des faits. Vous avez un micro, ce sera plus simple. Alors, comme vous l'avez évoqué, mon fils Romain entretient effectivement une relation amoureuse. Avancez un peu le micro, vous savez. Entretient une relation amoureuse avec Camille depuis un certain temps. Et donc, au sein de l'établissement, c'est Camille qui a une chambre, puisqu'elle est interne, alors que mon fils est externe. Et ils se réunissent dans cette chambre à de très nombreuses reprises, tout se passe bien, mais effectivement ça reste câlin, conversation, mais pas de rapport. Et puis un jour, effectivement, ils se retrouvent dans la chambre de Camille, et là évidemment ça vire un peu au drame, parce qu'ils sont inexpérimentés l'un et l'autre, et ils tentent d'avoir un rapport sexuel qui se passe extrêmement mal, enfin qui ne se passe pas d'ailleurs, tentative de rapport sexuel. Et donc encore une fois, comme ils sont l'un et l'autre totalement inexpérimentés, ils n'arrivent pas à conclure, si on peut dire. Et de ce fait, Romain probablement crispé, s'accroche à Camille, la serre,
et finit par effectivement lui faire des bleus qui sont incontestables. Mais chose très importante, c'est que ces bleus proviennent d'un acte amoureux et non pas de violence physique qu'il aurait voulu, c'est-à-dire il n'a pas donné de coups, et ça tout le monde on a convenu par la suite, donc il n'y a pas eu de coups. La seule violence était simplement celle due à, encore une fois je répète, à l'inexpérience de Romain et de Camille d'ailleurs, pour avoir ce rapport, donc qui n'a d'ailleurs pas eu lieu. Donc quand l'établissement tente de convaincre la maman de Camille de porter plainte pour viol et violence, c'est là où c'est un paradoxe absolument invraisemblable, c'est-à-dire que tout le monde était au courant de cette relation amoureuse, on laissait Camille et Romain dans la chambre, au-dessus de tous. Et donc le jour où ça se passe effectivement mal, objectivement mal, eh bien l'établissement essaye de reporter toute la responsabilité sur Romain. Donc encore une fois engageant les parents de Camille à porter plainte contre lui pour viol, alors qu'il n'y a même pas eu, il n'y a eu aucune pénétration, il y a eu et comment dire, les experts, enfin l'expert non, mais les constats médicaux ne montrent aucun signe de viol. La seule chose qui est notée, c'est effectivement la présence de bleus sur les fesses et sur les bras de Camille. Voilà, donc évidemment celle qui avait le plus besoin de compassion, c'est évidemment Camille, qui avait quand même subi cette violence entre guillemets, et c'est un fait, mais Romain était également très, très peiné, très meurtri de ce fâcheux incident, plus que fâcheux. Et on l'a accablé, c'est-à-dire que l'établissement l'a accablé, et on a essayé, encore une fois, de l'accabler encore plus pour qu'il soit pénalement, là, cette fois-ci, condamné. Voilà, donc ça aboutit évidemment à une exclusion, ce qui n'est, a priori, de mon point de vue, pas du tout la solution. Donc exclusion d'1 mois qui a obligé mon épouse effectivement à arrêter de travailler, donc préjudice non seulement moral pour nous, mais préjudice financier. Et l'établissement n'a eu à aucun moment le moindre mot pour Romain, en disant ben voilà, oui, on comprend que tu n'as pas voulu faire ça volontairement, c'est un accident. Jamais. Donc vraiment, on a essayé de lui mettre la tête sous l'eau. Et bon, heureusement que les parents de Camille ont réagi parce qu'ils ont discuté aussi avec leur fille, et à la suite de cette discussion, ils ont pu voir qu'il n'y avait pas eu de violence physique voulue. Voilà les faits. Et donc effectivement, l'établissement, que ce soit de la direction ou chef de service, de notre point de vue, n'ont pas du tout été à la hauteur de l'événement et ont essayé de se dédouaner complètement en reportant toute la responsabilité sur Romain. Dans la relation que vous aviez, des relations avec la famille Bien sûr, on s'était vu à l'extérieur, c'est pour ça que je disais à l'extérieur aussi de l'établissement, c'est-à-dire qu'on avait rencontré les parents, on avait un jour été au restaurant pour la Saint-Valentin, bon voilà, les rapports étaient bons avec les parents de Camille, et c'est bien pour ça que d'ailleurs ils ont, je crois, compris la situation et qu'ils n'ont pas voulu aller devant la justice pour porter plainte contre Romain. Mais on avait effectivement, oui, on connaissait tout à fait bien les parents de Camille. Je vous remercie de votre témoignage. Vous pouvez applaudir. Je laisse la place, c'est qui maintenant? C'est qui maintenant? C'est un... Bien. Avocat de la défense. Commençons déjà par revenir sur les faits, bien que ce ne soit pas là ce qui est jugé aujourd'hui. Qui peut affirmer ce qui s'est passé derrière cette porte? Ce que Camille en dit? Il m'a fait mal.
elle ne parvient pas à en exprimer plus. Ce que Damien en dit, mais l'a-t-on écouté? L'a-t-on entendu même? Son désir dont personne ne parle, cette pulsion qui, peut-être mal maîtrisée, aurait fait de lui un être dangereux? Dangereux pour les autres, un péril? Un risque? Il faudrait l'écarter? Mais s'il y a un danger, si tant est qu'il y en ait un, alors il a été créé de toutes pièces, façonné par une institution qui a oublié un certain nombre de choses, et notamment ce que nous indique l'article L311.3 du Code de l'action sociale et des familles. L'exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Je poursuis. Lui sont assurés une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité, favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adapté à son âge et à ses besoins. Prenez le temps de relire mot à mot, point par point, et vous verrez ce qu'il est écrit. Il est écrit garantie, assuré. Enfin, comme si individuel ne suffisait pas, il y a ensuite toute une série de pronoms personnels. Son autonomie, son développement, adapté à ses besoins. Ce sont les siens. Un projet de qualité? Mais c'est le minimum qu'on attend. Vous percevez des financements publics. L'établissement n'a donc pas rempli ses obligations de mettre en œuvre un projet d'accompagnement individualisé et adapté, répondant à ses besoins. On va ajouter maintenant une autre obligation qui est l'absence d'accompagnement à la vie intime et sexuelle que personne ne pouvait ignorer, en tout cas l'intimité. Romain Le Gors entretient une relation avec une jeune femme qui vit avec lui, près de lui. Dans son foyer, les parents sont informés de cette relation et de sa nature. Ils s'aiment, vont au restaurant, s'offrent des cadeaux à la Saint-Valentin. L'institution ne peut pas ignorer qu'ils s'aiment. Ils ne peuvent pas ignorer qu'ils sont adultes, puisque, de toute façon, l'autorisation a été délivrée à l'institution pour accueillir des adultes. Vous avez donc failli à vos obligations. La demande de mon client est totalement justifiée. C'est votre manquement qui est la cause de ce que vous expliquez comme justification de la rupture d'un contrat de séjour. Comment peut-on dire que la rupture du contrat de séjour par l'établissement soit décidée au regard d'un comportement inadapté qui compromettrait le maintien dans l'établissement? On ne peut pas le dire, et je vais vous le démontrer. Que nous dit l'article L311-4-1 du même Code de l'action sociale et des familles? Le contrat de séjour peut comporter une annexe qui définit les mesures particulières à prendre. Le contrat de séjour peut prévoir des mesures individuelles restrictives. Poursuivons ces lectures. Ces mesures sont définies après l'examen du résident et au terme d'une procédure collégiale qui associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques ainsi que les mesures envisagées. Est-ce que l'institution a révisé le contrat de séjour? Tenant compte de ces éléments, avez-vous révisé le projet parce que c'est là vos obligations? Avez-vous pris en compte la participation du résident comme vous le demande la loi? Non. Vous avez pris unilatéralement une décision d'exclusion. Et cette décision d'exclusion, c'est la décision d'une procédure collégiale, alors collectivement et solidairement, c'est toute l'institution qui est responsable. Le même article L311-4-1 indique que la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants. Uniquement dans ces cas-là. En cas de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie.
Qui peut donc affirmer, nous n'avons rien, que ce que vous nommez un manquement au règlement de fonctionnement n'est pas juste une manifestation symptomatique d'une pathologie? Et, comble de votre ironie, c'est justement cette pathologie qui justifie son accueil dans votre établissement. Pouvez-vous évoquer un autre alinéa qui puisse justifier une réorientation? Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission? Non. Là non plus, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'invoquer parce qu'il termine comme ça, cet article. Après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée. Vous ne vous en êtes pas assuré. En plus de faillir à vos obligations contractuelles, vous avez juste foutu à la porte ce jeune homme de 22 ans sans vous être assuré qu'une solution adaptée et pérenne ne soit trouvée. La demande d'indemnisation du préjudice subi de votre fait est donc totalement justifiée. Enfin, et pour conclure, je ne vais pas les énoncer une à une ici, mais vous savez que l'État a été condamné pour ne pas avoir rempli à ses obligations en n'apportant pas de réponse dans diverses situations. Impossibilité de scolariser un enfant autiste, placement en Belgique ou en Suisse, faute d'accueil en France. Eh bien là, l'État ne pourra pas être responsable de cette absence de réponse parce qu'il y avait une réponse. C'est vous qui n'avez pas respecté vos obligations. Vous et vous seul. Le montant de l'indemnisation ne pourra pas aujourd'hui être estimé. Une mère qui quitte son emploi pour rester aux côtés de son fils. Des revenus en moins. Une famille dans le désarroi, un jeune homme sans solution, sans vie sociale, sans rencontre avec d'autres. D'autres que celles que son père, de sa mère. Voilà de nombreux préjudices qu'il convient d'estimer précisément. Le montant sera fixé un autre jour, après expertise fine de ce préjudice. La Cour peut, cependant, et dès à présent, condamner l'association gestionnaire à s'acquitter ultérieurement d'une indemnisation qui sera fixée par des experts pour le préjudice subi. Merci, maître. L'avocat de la défense. Bien, Monsieur le Président, je suis donc en charge de représenter l'établissement dans ce drame. Et je dois bien vous avouer que défendre l'établissement ne sera pas difficile. En revanche, le contexte, lui, est particulièrement difficile. Et là, je m'imagine bien à quel point vous allez me trouver, sinon odieux, du moins fort peu compatissant. Mais là est ma mission. Dans cette affaire, ce qui est ici en jeu, avant même d'aborder la question de la justification de la rupture du contrat d'accueil, c'est peut-être de s'intéresser sur ce qui est le fond du problème, et comme l'a très bien rappelé le père de la victime, c'est la question de l'accompagnement à la vie affective et sexuelle. Alors, si l'on regarde un petit peu dans les textes, existe-t-il dans notre droit une obligation de formation ou d'éveil à la question de la vie affective et sexuelle? Alors, si on regarde de près, pour le mineur, la chose est relativement claire, même si sa mise en œuvre est beaucoup plus complexe. D'abord, dans le cadre de l'autorité parentale pour les mineurs, c'est aux parents de s'assurer de cette mission. Cette mission est d'ailleurs confortée par l'Éducation nationale qui, dans les textes, et c'est l'article L. 312-16 du Code de l'éducation qui prévoit qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles et collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre femmes et hommes. Elles contribuent à l'apprentissage au respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes et sexuelles, ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Bien. Vous comprenez bien que là, pour les mineurs, la chose est claire. En revanche, le jeune Romain,
le jeune Romain n'est plus mineur. J'ai eu beau chercher dans l'ensemble de la jurisprudence et dans l'ensemble des textes, rien de tel n'est prévu pour les majeurs. Bien. Donc à ce titre-là, comment peut-on faire grief à l'établissement de ne pas avoir mis en œuvre cette éducation? Alors, certes, on peut considérer que cela fait partie de l'accompagnement, mais il n'y a aucune prescription explicite sur l'obligation de mettre en œuvre cet accompagnement. Alors oui, comme l'a très bien rappelé mon contradicteur, dans les établissements médico-sociaux, il y a un projet individualisé. Oui, la personne accueillie participe à l'élaboration de ce projet individualisé. Oui, ce projet individualisé, si je reprends le texte, doit être individualisé, de qualité, adapté à son âge et à ses besoins, favoriser son autonomie et son insertion, mais tout cela en respectant la vie privée et l'intimité de la vie privée qui sont prévus par des textes dont je vous fais grâce. Alors, vaste défi pour les professionnels et l'établissement que de former à la vie affective et sexuelle tout en respectant l'intimité de la personne. Comment faire? Alors oui, le législateur, qui est toujours très prompt à déléguer à d'autres l'impossible, qu'il ne fait pas lui-même, les financeurs qui demandent toujours plus avec moins, et autres donneurs de leçons, les yaka faucons. Alors, faucon, vrai con, allez savoir. Vaste défi que tout cela. L'établissement fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et ce n'est pas là la moindre des gageures. Alors, bien évidemment, mon client, l'établissement, ne demande que cela, que de mettre en place tout cela. Encore faut-il qu'il le puisse. Alors, venons-en maintenant au fond du sujet, pour lequel la partie adverse demande une indemnisation. L'établissement pouvait-il rompre le contrat d'accueil? Bien. Alors, mon adversaire l'a bien rappelé, le cadre juridique du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour prévoit effectivement tout un tas de choses. Alors, rappelons quand même plusieurs points sur lesquels il a été fait impasse. Le règlement de fonctionnement a pour fonction d'édicter des règles, je cite, pour assurer la sécurité physique et la sécurité de la personne. Donc, à ce titre-là, l'établissement a une première série d'obligations qui relèvent du Code de l'action sociale et des familles et du Code de l'habitation, qui est d'assurer la sécurité de chaque résident pris individuellement, mais aussi de l'ensemble des résidents qui sont pris collectivement. Mais ce faisant, en tant qu'employeur, donc cette fois-ci je me déplace sur le champ du droit du travail, a l'obligation aussi d'assurer la sécurité des professionnels et d'assurer qu'ils exercent leur métier dans le respect de la loi. Alors, vous voyez bien là qu'il peut parfois, dans certaines circonstances, y avoir une contradiction entre protéger le résident et protéger les professionnels pour l'employeur. Imaginons que un des résidents soit pris d'un accès de violence, ce qui n'est pas effectivement le cas de Romain à l'égard des professionnels. Comment va faire le chef d'établissement à la fois pour protéger Romain, les autres résidents, et protéger aussi les professionnels qui risqueraient aussi d'être pris à partie? Voilà qui est finalement très compliqué. Quant à l'absence de révision du contrat de séjour, qui nous est fait grief, ici, ce sera extrêmement simple d'écarter cet argument. On l'a bien rappelé, le témoin l'a rappelé également, la relation entre Romain et Camille était tout à fait épanouissante, tout se passait bien. Il n'y avait jamais eu d'accident ni d'incident. Bien. Mais si l'établissement avait dû réviser le projet, encore aurait-il fallu qu'il y ait des événements nouveaux. Or là, il n'y avait aucun événement nouveau. Donc je ne vois pas pourquoi l'établissement aurait dû réviser le contrat de séjour de Romain
et par la même occasion de Camille, alors que tout allait pour le mieux, jusqu'à ce fâcheux événement. Bien. Alors, dans ce cas-là, pouvait-on rompre le contrat de séjour? Je vais rappeler moi aussi ce qu'a dit mon contradicteur. Le contrat de séjour peut être résilié en cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave et répété au règlement de fonctionnement. À n'en pas douter, Camille est sortie de la chambre en pleurant avec des marques. Il y a bien eu des actes de violence. Je suis désolé, c'est de la violence. Même si on me dira que c'est plus de la maladresse, de l'inexpérience, j'entends. Mais c'est quand même un acte de violence. Mais surtout, bien au-delà de tout cela, peut-on, lorsque l'on est directeur d'établissement, maintenir dans le même endroit, dans le même lieu, celui, vous m'excuserez pour le propos, il faut bien quand même le comprendre dans son acception juridique, l'auteur présumé d'une violence et la victime présumée de cette dite violence. Comment peut-on imaginer ce que cela peut avoir comme impact dans l'établissement? Vous risquez d'avoir un clivage au sein de l'équipe en se disant ceux qui seront au soutien de Romain, ceux qui seront au soutien de Camille, et ainsi de suite. Imaginez la répercussion que cela peut avoir sur les autres résidents. Pour assurer le bon fonctionnement de son établissement, l'établissement, mon client, a pris une décision, j'allais presque dire, c'est un peu le jugement de Salomon, l'obligation de devoir, à un moment ou à un autre, décider soit de mettre fin à l'accueil de Romain, soit à mettre fin à l'accueil de Camille, soit à ce qui aurait peut-être été encore pire, mettre fin à l'accueil des deux personnes accueillies dans l'établissement. Voilà. Donc entre ces deux mots, si je puis dire, entre ces deux solutions complexes, le directeur a pris la décision de mettre un terme à l'accueil de Romain. Pour autant, le directeur a immédiatement informé l'ARS ainsi que la MDPH pour leur dire que, compte tenu de ces circonstances-là, il avait dû mettre un terme à l'accueil de Romain. Malheureusement, le directeur n'a pas le pouvoir pour réorienter Romain. Pour ceux, malheureusement, qui connaissent le fonctionnement des MDPH, vous connaissez la réactivité exceptionnelle de cette instance. Voilà, et donc, effectivement, Romain s'est trouvé sans une solution de réorientation. Donc, malgré toutes les bonnes intentions, le directeur de l'établissement a fait vraiment tout ce qu'il faut en humanité pour essayer de faire en sorte que son établissement fonctionne le mieux et essayer de le moins possible perturber l'accompagnement de Romain. Alors oui, nous avons bien entendu les conséquences que cela peut avoir sur la vie familiale des parents de Romain. Nous en sommes bien désolés, mais malheureusement, j'insiste là-dessus, dans un jugement de Salomon, il est toujours très compliqué de donner raison à l'un ou à l'autre. Je vous remercie de votre attention. Merci maître. J'appelle à la barre le directeur de l'établissement. Monsieur Bernard Bourget. Bonjour. Allez-y, je vous laisse la parole. Oui, je voudrais rajouter par rapport à ce que dit mon défendeur un certain nombre de choses. Tout d'abord, je voudrais dire que quand nous accueillons une personne dans un établissement, une personne adulte, cette personne a une histoire. Elle a une histoire et on reçoit un dossier qui raconte cette histoire. Quand malheureusement, ou je ne sais pas si c'est malheureux d'ailleurs, en tous les cas, le constat que nous pouvons faire, c'est qu'à aucun moment, dans cette histoire, dans ce dossier, il n'est jamais évoqué là où en est la personne en termes de sa vie amoureuse et de sa sexualité. On n'en parle pas avant. On ne sait même pas si elle a eu une éducation. On ne sait même pas non plus si cette personne-là a eu des passages à l'acte, etc.
Et on nous demande de faire en sorte que cette personne soit considérée comme un adulte, de préserver son intimité et de pouvoir la laisser comment vivre sa vie amoureuse et sa sexualité. C'est ce que nous avons fait dans notre établissement. Et ça se passait bien jusque-là. Et nous étions en accord avec les familles, avec les deux familles, qui suivaient leurs enfants dans cette découverte l'un de l'autre. Effectivement, ça s'est mal passé. On aurait dû le prévoir ? Expliquez-moi comment. À aucun moment ça s'était mal passé jusque-là. Voilà. Donc on a constaté. Oui, c'est vrai, j'ai insisté auprès de la famille de Camille pour qu'elle aille porter plainte. Pourquoi ai-je fait ça? Ce n'est pas à moi, directeur, de porter un jugement sur ce qui s'est passé. C'est à la loi, c'est à la justice de le faire. Et que je n'ai pas non plus le pouvoir d'interroger, de passer au crible ce qui s'est passé auprès de ces deux jeunes. J'ai donc renvoyé ça à l'extérieur. Je suis un directeur qui considère que ce qui se passe à l'intérieur ne peut pas rester à l'intérieur quand ça concerne des choses qui sont délictuelles. Donc j'ai renvoyé vers l'extérieur. Voilà. Les parents n'ont pas suivi, c'est leur droit. Voilà. Et je n'ai rien à dire contre ça. Ensuite, concernant l'exclusion de Romain, comme l'a dit mon défendeur, j'avais des choix à faire. Devais-je demander à la victime de quitter l'établissement ? Devais-je demander à l'auteur de quitter l'établissement ? Mon éthique personnelle m'a poussé à exclure Romain de cet établissement. Et j'ai effectivement averti, comme il me l'a demandé, les instances de la CDAPH et de l'ARS de ce qu'il se passait. Je n'ai pas le pouvoir de cette réorientation. Absolument, à aucun moment je peux favoriser ou faire en sorte que le jeune homme ou la jeune femme qui quitte l'établissement, pour quelque raison que ce soit réorienté. Voilà. Pour la dernière, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour éclairer un petit peu la Cour, pourquoi, en tant que responsable d'établissement, vous avez poussé les parents à porter plainte ? J'ai poussé les parents à porter plainte parce que je pense que ce genre de situation, on ne savait pas ce qui s'était passé, comme vous l'avez répété, comme l'a rapporté l'avocat des parents. On ne savait pas ce qui s'était passé. Est-ce à moi d'interroger pour savoir ce qui s'est passé et de porter un jugement sur ce qui s'est passé, pour savoir s'il y a lieu d'aller en justice ou pas? Je vous renvoie la question. Moi, j'estime que ce n'est pas de mon travail de faire ça. La question, en fait, était d'éclairer pour savoir est-ce qu'il y a eu une conciliation avant de solliciter les parents à porter plainte. Est-ce qu'avant ça, il y a une conciliation qui a été mise en place? Non, il n'y a pas eu de consultation. Ok. Vous avez d'autres éléments à rajouter? Non, il n'y a pas. Après, sur la rupture de contrat, elle s'est faite de fait. On ne pouvait pas réintégrer Romain après ce qui s'était passé. C'était pas possible, ni pour lui, ni pour Camille, ni pour les autres résidents et les professionnels. Donc l'exclusion de Romain, pour vous, est une mesure conservatoire? Pardon? L'exclusion de Romain, pour vous, était une mesure conservatoire? Non, pour moi, c'était une mesure définitive. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Il n'y a pas de jugement, là. Il n'y a pas de jugement, là. La Cour se retire pour délibérer. Je vous remercie. Rebonjour. Donc comme pour ce matin, on va passer parmi vous. Alejandra, me lâche pas maintenant. Hein. T'as un micro ou pas? Non. Hop. Hop. Donc pour vous poser quelques questions et à chaque fois vous demandez si d'après vous ça amène à une condamnation ou pas. Voilà, vous exprimez, vous verrez. Hop. C'est assez simple. La première question est, l'établissement a-t-il manqué à son obligation de prévoir l'accompagnement et l'éducation à la vie affective et sexuelle de Romain, d'après vous? Qui veut répondre? Oui, que ce soit avant cet incident et après. Donc il y a aussi une prise en charge à faire après et pas juste au revoir. Très bien, donc là on a un oui. Ouais, madame, ici aussi. Regardez derrière vous. Oui. Très bien, Je dis un oui. oui. On peut? Moi aussi, j'ai dit oui aussi. Très bien, on est sur 3 oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer? On a le droit d'avoir un jugement contradictoire. Hein? Oui aussi. Oui aussi. Très bien. Bon, pour l'instant, ça fait l'unanimité sur ce premier point, visiblement. Oui, ils ont eu raison de virer la personne.
Deuxième question, l'attitude de Romain était-elle un acte de violence interdit par leur règlement de fonctionnement et surtout incompatible avec son maintien dans l'établissement? Pour la faire simple, est-ce que, après ce qui s'est passé, on ne pouvait pas laisser ce jeune au sein de l'établissement? Est-ce qu'il était normal qu'il y ait une fin de prise en charge? Il y a une réponse là-bas. Soyez pas timide. J'ai rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Ici, c'est pas timide. Ouais, je sais. Hop, ici. Moi aussi, c'était bien. Moi, je dis oui parce qu'elle a eu des bleus et c'est quand même considéré comme de la violence. Je pense que le garçon il devrait aller au tribunal et avoir une peine pour violence. Eh ben, moi, j'ai entendu un peu des choses. Et en fait, Romain, il en est pas trop pour quelque chose. C'est juste les coups, quoi. Ils sont arrivés un peu trop vite entre eux et il y a eu des bleus et hop, c'est comme ça, hein, c'est la vie. On peut pas être connaisseur en tout dans l'amour. Quelqu'un d'autre pour se prononcer? Ah, là. Moi, je dis non à la violence et pour ma part, je veux c'est dangereux ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est pas bien ce qu'il a fait et qu'il le condamne à vie même. Merci. Tu veux témoigner? Non. De quoi non? Non, c'est pas... comment je pourrais dire? Non, non, il y a... je n'arrive pas à le dire. J'ai une question. Vas-y. Pourquoi la MDPH s'en mêle? Pourquoi la MDPH s'en mêle? Justement, là, je crois que ce qui a été reproché, c'est qu'il n'y ait pas eu d'action assez rapide derrière. On passe juste à une dernière question avant d'avoir le retour du tribunal. J'ai ici quelqu'un. La violence, non, c'est pas bien, hein, parce que ça va trop loin, en fait. Donc, Romain, pour vous, il devait être puni? Normalement, oui. Merci. Donc sur la première question, pour le coup ça faisait l'unanimité que l'établissement aurait dû faire quelque chose. Sur la deuxième, c'est plus le fait que vous comprenez globalement que ce jeune n'ait pas été maintenu au sein de l'établissement. Mais la dernière question qu'on va vous poser maintenant c'est, l'établissement était-il en droit de rompre le contrat d'accueil comme il l'a fait? Et si vous estimez que non, quelle indemnisation est-ce que vous demanderiez? Alors qui veut répondre? Je dirais qu'ils n'avaient pas le droit de l'exclure parce qu'il n'a enfreint aucun règlement. Et l'indemnisation, pour moi, c'est inestimable puisqu'il s'est trouvé du jour au lendemain sans rien. Donc, pour moi, l'infini, je dirais. Merci. Du coup, c'est quoi la question? Est-ce que l'établissement a les droits de rompre le contrat? Non, je trouve qu'il n'a pas le droit de remplir. Enfin, ça dépend après. Il y a le consentement des deux personnes qui ont été concernées dans cette affaire. Je pense que c'est à eux deux de décider. L'établissement, je pense qu'ils n'ont pas moi, je pense qu'ils n'ont pas tellement leur mot à dire. Ça concerne plus les deux personnes concernées. Et du coup, voilà. Quelle indemnisation on pourrait demander? Quelle indemnisation on pourrait demander pour ça? Pour cette rupture de contrat? Je sais pas, moi. Déjà de reconnaître qu'ils ont fait une faute. Ouais. Déjà de reconnaître qu'ils ont fait une faute et voilà. Enfin, pas une faute, on dirait pas une faute. Ouais, une faute. Non.
Non, moi je lui dis, il devait pas le renvoyer. Il a rien fait de mal. Il s'aimait tellement. Il savait rien de l'amour, alors il devait pas le renvoyer. Il savait rien. Il connaissait pas l'amour, alors forcément les éducateurs ils l'ont rien appris, alors forcément il devait pas le renvoyer quand même. C'était pas une grosse bêtise quand même. On savait pas ce qu'il faisait. Il savait pas ce qu'il faisait dans la chambre, alors forcément. Moi, je pense que oui, parce que il y a quand même des règles et au niveau de la vie intime faut que ça soit équilibré. Si le garçon il voulait ou la fille qui voulait pas, moi je pense que faudrait que la fille soit indemnitée par rapport à tout ça. Et combien? Je pense entre 500 ou 500 €. D'accord, merci. Hop, un dernier retour du coup. Moi, je pense que comme le contrat il a été signé et que le garçon a violé la fille, je pense qu'il y a rupture de contrat. Il n'y a pas eu de viol, mais quand même elle a eu des bleus. Moi je pense que le garçon devrait payer pour la fille, pour ce qu'elle a vécu, parce que c'est comme... je pense qu'ils doivent rompre le contrat de ce qui s'est passé avec la fille. C'est vrai qu'on ne s'écoute pas assez. Ce serait bien de plus de calme dans ces moments d'échange. En plus, le micro passe dans la salle, on ne voit pas forcément qui est en train de parler, donc si on ne s'écoute pas, c'est compliqué. On a fait le tour des questions. Là-bas. Non? On a d'autres retours? Tu veux faire? Non. Je te vois en action, mais vas-y, fais. Bon, allez, ouais, on y va. Allez-y, alors, ça vous dérange pas de vous lever? Ça, tout le monde vous voit et vous vous adressez à tout le monde. Il parle pour vous, tout le monde, d'accord? Je parle surtout, c'est mon avis, voilà. Moi, je pense que ce qui manque, c'est quand même l'avis justement de cette jeune fille, de savoir est-ce que pour elle, la vie serait toujours possible avec Romain ou pas? Parce que auquel cas où elle serait vraiment marquée par ces événements, si elle peut pas vivre avec Romain, on va pas lui imposer ça. Et effectivement, il s'agirait de trouver d'autres solutions pour Romain. On peut applaudir, non? Quand même. What else? Oui, Romain. Alors, moi, je pense qu'il y a Tu peux te lever, Théo? aucun Lève-toi, violement. qu'on te voit. Alors, moi, je pense qu'il n'y a eu aucun violement entre les deux, que c'était de l'amour, mais pas assez professionnel. Et du coup, il y a eu des coups comme ça, des bleus, hop, ça est venu, et après, hop, ils ont cru qu'il y a eu un viol, mais alors pas du tout. Merci. Merci. Madame? Merci. Peut-être plutôt exclure ces moments seuls, le temps que Romain apprend, le temps qu'il apprenne autre chose, qu'il comprenne ce qui s'est passé et qu'il puisse faire quelque chose de plus adapté. Merci à vous. Oui. J'ai une idée. J'ai une idée qui me vient à l'instant. Moi, je dirais exclure les deux dans un centre de réadaptation pour qu'ils apprennent tout ce qu'ils ont à apprendre et qu'après, ils refassent la scène et qu'on en déduise ce qu'on veut. Je sais pas, une semaine au Baléares aux frais de MDPH. Ah bah voilà, on leur offre une semaine au Baléares avec un accompagnant sexuel. Bah c'est pas ça la solution? Mais ouais. Ça va aller? Oui. Exactement.
Elle dit que je veux que quelqu'un. Vous pensez que Romain, il devrait être exclu? Oui. Bien. Là, madame. Bonjour. Nous, on se faisait la réflexion qu'on a des cas dont on pourrait faire le parallèle, des jeunes filles qui viennent nous voir après des relations sexuelles avec leurs compagnons, qui ont des blessures vaginales dues à justement une méconnaissance. Et on se dit que heureusement qu'on ne vire pas tous les garçons à chaque fois et qu'on va plutôt les accompagner vers une sexualité plus délicate, plus douce, plutôt que de tout de suite aller vers la punition, la sanction. Ouais, enfin, on ne peut pas le deviner avant la façon dont ils vont agir, et c'est après qu'on va réussir à adapter les choses. Après, voilà, il nous manque aussi l'avis de Camille dans votre théâtre. Merci. Merci à vous. Il y a un jeune homme qui demande, mais je ne sais pas si je peux lui donner la parole. Attention. Alors moi, je pense que on est coincé là dans la situation, c'est le cas de le dire. Hein. Et j'aurais envie de dire que c'est pas l'établissement de rétribuer la famille avec des euros, et ni l'exclusion comme une solution, on est d'accord. J'ai entendu l'avocat qui disait oui, en plus c'est courant, l'État a été condamné pour ses manquements et tout ça de gestion. Et moi j'aurais envie plutôt que l'établissement et la famille fassent front pour aller chercher une indemnité là où ça se passe effectivement sur le manque de mise en place des politiques d'éducation sexuelle. Et voilà, c'est tout. Donc vous reviendrez l'année prochaine. Il y aura donc une cour d'assises où on attaquera l'État. Hein, et on demandera à M. Dupond-Moretti de venir. Hein, on va l'inviter. T'es d'accord? T'es d'accord? C'est bon? Bien, nous allons donc demander à la cour de venir statuer. Alors, donc je vais revenir sur les faits rapidement. Donc en tant que juge, j'en suis à titre personnel. Concernant les faits avérés, pour nous, il n'a pas été fait preuve qu'il y ait eu violence. C'est un rapport consenti qui malheureusement s'est mal passé. Donc pour nous, il n'y a pas de fait de violence avérée. Ce que nous allons renvoyer en tant que décision du jury, c'est l'indemnisation au regard des experts. Parce que pour nous, effectivement, il y a un préjudice. En ayant effectivement exclu l'enfant, les parents se retrouvent dans une situation compliquée, et il est de leur mission, de l'établissement, il est de la mission de l'établissement de continuer l'accompagnement du jeune. Même si j'entends effectivement qu'il y a une mesure de précaution qui a été prise par rapport à un potentiel agressé-agresseur qui n'a pas été avéré. Donc du coup, il aurait fallu que l'établissement se mettre en concertation avec effectivement les familles et qu'il y ait une conciliation. C'est ce que je recommande à titre personnel. Je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait une concertation entre l'établissement et les familles pour trouver une issue favorable. Et si effectivement exclusion il était prévu, envisageable, il aurait fallu que l'établissement prenne les précautions nécessaires pour assurer sa mission, qui est l'accompagnement du jeune. Voilà. Je vous remercie.